Thing as frigid girls, and why you say so did it's time. Boy, hey, what you're bringing out into myself is that you're just a clumsy man. You've been up 7 skies lately, so I wonder why, but never told of doubting yourself. Used to make love feel high, now it's stacked, wonder why. Her mama told her far too well. She said, baby girl, there's no such a thing as frigid girls, and what boys say, so did it's time. Darling, what is bringing out into yourself is that he's just a clumsy man. Ego drowned in wine, you finally make your mind. Of you she wasn't satisfied. You went through her body, looked into her eyes. Not once you doubt you sense her mind. There's no such a thing as frigid girls, and why you say so did it's time. Boy, hey, what you're bringing out into myself is that you're just a clumsy man. Bonjour à tous et bienvenue à La Transition s'invite, un événement qui invite à se rassembler pour propulser la transition sous toutes ses formes et ainsi amplifier le pouvoir d'action chez les jeunes et les adultes dans les institutions scolaires. Donc l'événement s'inscrit dans la lignée du Pacte de l'École québécoise mis en place il y a 3 ans aujourd'hui d'ailleurs et dans la démarche d'accompagnement de la transition écologique offerte aux écoles secondaires. On est le 22 février 2022, il est présentement 8h30, l'événement se déroule jusqu'à demain 19h et
Et moi, je m'appelle Maude Carmel, aussi connue sous le nom de Bravo Maude sur Instagram. Certains me connaissent comme chroniqueuse, animatrice ou même comédienne. Et puis, souvent, en fait, depuis quelques années, je fais de la vulgarisation environnementale ludique sur mes réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me suivre sur Bravo Maude. Quelques petits rappels, conseils techniques, consignes techniques pour les élèves qui voudraient se connecter d'ici demain ou aujourd'hui. Donc, soyez certains que votre nom complet est bel et bien inscrit sous votre image. Si vous voulez poser des questions, il y a la petite main que vous pouvez lever et l'intervenant va vous donner le droit de parole quand ce sera le temps, ou bien vous pouvez écrire votre question écrite avec votre nom ou anonymement dans questions-réponses, Q et R. Donc, l'activité aujourd'hui, ça vise à explorer l'éco-anxiété. Gros sujet. Alors, bon, ce que c'est l'éco-anxiété, les différentes stratégies pour vivre avec, mais aussi son narratif. Et pour contrebalancer, on va aussi parler de mon nouveau terme préféré, qui est l'éco-espoir. Pour aborder le tout, on a 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, Anne-Sophie Gosselin, qui est chercheuse en psychologie sociale et environnementale. Ses travaux de recherche portent notamment sur la motivation à adopter des comportements pro-environnementaux et à s'impliquer en matière d'environnement, ainsi que sur les impacts psychologiques des changements climatiques. Anne-Sophie s'intéresse aussi à l'éco-anxiété et l'activisme enjeux de mobilité durable dans une perspective de transition socio-écologique. On a aussi avec nous aujourd'hui Isabelle Grondin-Hernandez. L'univers militant, elle s'y connaît. Au cégep, elle a reparti le comité environnemental de son établissement. Elle s'implique depuis 2019 dans le mouvement pour la justice climatique à Tiohtià:ke, donc Montréal, notamment avec la Sève. Et elle s'intéresse, à, écoutez bien, la création de changements structurels face au constat des multiples oppressions produites et reproduites par nos sociétés. Et finalement, nous avons Catherine Hu, qui est très engagée dans sa communauté. Elle donne de son temps à diverses causes, projets qui lui tiennent à cœur, notamment dans les domaines de la politique et du développement durable. Elle fait partie du conseil jeunesse municipal et fédéral d'Unsic-Cartierville et faisait partie de nombreux comités à son école secondaire, dont La Planète s'invite à l'école. Elle est aussi une des 50 jeunes engagés pour le climat, un groupe de jeunes experts militants pour l'inclusion de la science dans les décisions, dans les instances gouvernementales. Bref, travailler avec des jeunes qui lui ressemblent et qui sont poussés par les mêmes buts pour la planète, c'est quelque chose qui l'anime et qui la passionne. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole. Je ne sais pas qui veut commencer, Anne-Sophie, Catherine ou Isabelle? Oui, ça va être moi ce matin. D'accord. Bonjour. Donc, bonjour. Anne-Sophie. Oui. Voilà. Donc, je suis très contente d'être devant vous aujourd'hui. Donc, merci pour la belle présentation. En effet, je suis chercheuse en psychologie sociale et environnementale. Donc, je m'intéresse à l'éco-anxiété depuis quelques années déjà, mais personnellement, l'élément déclencheur pour moi, entre autres, en fait, je suis impliquée en environnement depuis longtemps, mais ça a été la parentalité. Quand j'ai eu des enfants, tout d'un coup, l'avenir était quelque chose de plus tangible ou de plus important. Donc, j'ai commencé à m'intéresser fortement à l'éco-anxiété d'un point de vue recherche, donc scientifique. J'ai fondé avec ma collègue de l'Institut national de santé publique le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété et l'engagement citoyen, car c'est vraiment cette interface-là qui m'intéresse. Donc, comment on peut transformer notre détresse en pouvoir agir, en action, en implication. Donc, c'est quoi l'éco-anxiété? Face à la prise de conscience des bouleversements environnementaux, on peut ressentir tout un bouillonnement de plein d'émotions qu'on appelle souvent éco-émotions. Donc, ça peut être de la peur, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, sentiment d'impuissance. Oui. Oui, tout à fait. Donc, l'éco-anxiété fait partie de cette grande nébuleuse de réactions possibles. De façon un peu plus formelle, là, il s'agit d'une peur chronique et existentielle face à la détérioration des écosystèmes et l'effondrement de nos sociétés. Bon. Elle peut se manifester par de différentes façons, en fait, soit par des pensées récurrentes, on y pense beaucoup, par des sentiments de vertige, des fois, une boule au ventre, ça peut même être des difficultés de sommeil ou c'est des préoccupations. Ça vient, ça part. L'éco-anxiété, c'est pas stable, hein, c'est dynamique, ça vient en boucle parfois.
on me demande souvent, qui est plus touché par l'éco-anxiété? On l'entend souvent et ça commence à être de plus en plus vérifié, en fait, par les recherches. Les jeunes semblent particulièrement toucher ou du moins rapporter des sentiments de détresse, d'anxiété et de peur par rapport à l'avenir. Mais il y a aussi les femmes, les personnes qui vivent dans des lieux qui subissent déjà des changements climatiques, dont les Autochtones, mais les Autochtones peuvent vivre une émotion similaire ou connexe là, qu'on appelle solalstalgie aussi, qui est un sentiment de perte, de deuil face aux changements visibles de leur environnement, de leur territoire. Solalstalgie, tu me dis? Oui, la solalstalgie, donc du mot solace, qui veut dire réconfort, et algie, en fait, c'est la perte, c'est la douleur. Donc, c'est la douleur causée par la perte de réconfort que notre environnement quotidien, que notre milieu de vie nous amène normalement. Mais quand on voit, donc c'est très ancré dans le territoire, quand on voit que ça change autour de nous, ça peut nous amener à la fois un gros sentiment de perte, de deuil, de la nostalgie, mais ça peut créer aussi de l'éco-anxiété. Donc, on peut anticiper un avenir moins enviable à ce moment-là. Les personnes qui sont fortement impliquées en environnement aussi rapportent plus d'éco-anxiété, notamment les scientifiques. Les scientifiques qui étudient le climat, par exemple, rapportent de plus en plus. Oui, c'est ça. Oui, qui sont au courant des données, etc. Une grande question qui est souvent posée, c'est est-ce que c'est mal, l'éco-anxiété, ou est-ce que c'est pathologique? C'est vraiment important de comprendre que l'éco-anxiété est une réaction normale, valide, légitime face à une menace qui est réelle. Elle peut devenir un problème. Ça peut devenir un trouble anxieux là, selon le diagnostic, un diagnostic psychologique là, basé sur le DSM-5, quand la personne n'est plus capable de fonctionner, en fait, quand ça touche l'ensemble de ses sphères de vie, de l'école, les amis, le travail, etc., quand l'éco-anxiété prend trop de place. Donc, ça peut vraiment impacter parfois de différentes façons aussi le bien-être psychologique ou même nos comportements, le goût de s'impliquer ou mener à un sentiment d'impuissance. Mais je le répète, dans la grande majorité des cas, l'éco-anxiété n'est pas pathologique, elle est plutôt modérée. Puis tout comme l'anxiété en général, en fait, c'est pas nécessairement mauvais. L'anxiété ou l'éco-anxiété peut parfois, dans certaines conditions, peut être adaptative, en fait, parce que ça amène les gens à être plus vigilants, à s'intéresser à un sujet, à aller chercher de l'information, à ajuster nos propres comportements aussi pour être plus en cohérence avec nos valeurs puis qu'est-ce qu'on croit important finalement. Ouais. Donc, pour certains, il y en a des témoignages qui disent, des personnes qui disent que l'éco-anxiété est un déclencheur d'une plus grande implication, c'est ça. Donc, la recherche, finalement, c'est, les chercheurs qui étudient ça pensent souvent que c'est pas tant la présence d'éco-anxiété qui est importante, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Comment on vit avec, comment on compose avec cette éco-anxiété-là. Puis là, il y a plein de stratégies qu'on appelle stratégies de coping ou d'adaptation, d'autorégulation, soit à l'échelle individuelle ou plus collective, qui peuvent nous aider à mieux vivre avec l'éco-anxiété. Donc, il y a des trucs, des stratégies qui sont moins adaptatives ou moins positives. Il y en a qui vont passer par l'évitement ou le déni parce que ça va être trop de vivre cette éco-anxiété-là. Il y en a d'autres qui vont essayer de fouiller, de trouver des informations, qui vont parler de leurs sentiments avec des personnes qui leur ressemblent, qui les écoutent, qui les valident, et ça fait beaucoup de bien. Il y en a qui vont essayer de changer leur comportement individuel, mais d'autres qui vont essayer de s'impliquer collectivement, ensemble, pour essayer de soutenir un espoir, finalement. Donc, l'implication collective, ensemble, là, crée du lien. Créer du lien amène beaucoup de sens et peut diminuer la détresse, finalement. Donc, ce n'est pas une pilule magique, là, l'implication. Là. Il y a des nuances parce que des fois, quand on est très impliqué, on est très au courant aussi. Puis Oui, c'est ça. Ça peut amener plus d'éco-anxiété. Donc, c'est quelque chose de dynamique, tout ça. Mais ça crée beaucoup de sens, l'implication avec les autres, et ça nourrit l'espoir, finalement. Oui, merci beaucoup, Anne-Sophie. J'ai très hâte de voir justement les questions qui vont peut-être surgir
parce qu'il y a probablement des jeunes qui nous écoutent en ce moment qui souffrent d'éco-anxiété. Donc, voir si dans le chat, il y a des questions par rapport à ça qui vont émerger. Je vais passer à Catherine maintenant. Catherine Hu, est-ce que c'est toi qui a, peut-être pas, qui a mis sur la map le mot éco-espoir? Je pense que oui, c'était pas par exprès, en fait. J'étais au rendez-vous 2021 des Éco-Leaders. J'étais une des jeunes panélistes avec les entrepreneurs. Et justement, on avait une question sur l'éco-anxiété et l'éco-espoir. Et j'ai sorti le mot éco-espoir pour parler un peu de mes sentiments par rapport à l'environnement. Donc, ouais, à première vue, ça peut sembler un peu très idéaliste comme terme, mais l'idée, c'est pas d'ignorer... Ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est pas vraiment d'ignorer les effets négatifs ou de comme dénier, comme Anne-Sophie dit, l'aspect négatif du climat, mais c'est d'utiliser ce négatif pour réussir à transformer ces sentiments comme un outil d'espoir. On peut prendre, par exemple, les échecs. On parle de la COP26. On voit les politiciens qui font des décisions très lentes, les discours souvent fatalistes. Ça peut créer un sentiment d'éco-anxiété vraiment, vraiment présent. Mais il faudrait le penser plus vers une lignée vers un éco-espoir parce qu'on sait que chacun d'entre nous, on peut faire quelque chose et où est-ce qu'ils ont raté, nous, on peut faire mieux. Donc, c'est comme ça que je vois un peu l'éco-espoir. C'est que chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir de changer les choses et de prendre en main les défauts qu'il y a en ce moment et de les modeler pour le futur. Et c'est un peu pour ça que je m'implique en politique et je pense que je suis capable de faire un changement plus tard. C'est pour ça que j'ai espoir en mon futur de pouvoir faire un changement, même si ça vient d'un sentiment d'éco-anxiété. J'ai aussi c'est une mentalité qui est aussi transposable à l'école. Si, exemple, à l'école, on voit un manque d'éco-responsabilité, ça peut être une source d'éco-anxiété, mais on peut le transformer en éco-espoir en s'impliquant activement dans l'école et faire un changement. Absolument. Ouais. Puis, Isabelle, toi, qu'est-ce que tu aurais à nous dire aujourd'hui sur l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, c'est quoi ton rapport avec ça? C'est une perspective plus extérieure, puis du milieu du mouvement que je souhaite emmener aujourd'hui. Dans le fond, je m'implique depuis 2019. En 3 ans, tu rencontres énormément de personnes, ça amène plein de discussions, plein de réflexions, et ça fait aussi évoluer ta pensée sur plusieurs enjeux, dont l'éco-anxiété. Donc aujourd'hui, mon but, c'est vraiment d'apporter des pistes de réflexion que j'ai eues en lien avec d'autres militantes du mouvement, puis des personnes du Sud global, notamment, qui sont dans mon entourage, des amis. Pour commencer, je voulais un peu vous parler de la notion de la positionnalité. Donc, la positionnalité, c'est un terme qui est utilisé des fois dans la recherche, des fois dans l'animation. Puis, ça décrit comment son identité influence la façon dont on vit certaines choses, dont on les présente. Donc, mon identité va influencer la façon dont je vis l'éco-anxiété. Ça va teinter ce que je vais dire, puis ça va faire que je vais aussi, sans le vouloir, présenter des biais, même si j'essaie de les déconstruire. Donc, des biais, c'est quelque chose qui vient du milieu dans lequel tu évolues. Donc, c'est vraiment lié à où je me situe dans la société, puis ce que je vois de cette place-là. Personnellement, ma positionnalité va comme ci. Je m'identifie comme une femme queer, cisgenre, je suis allochtone, je viens de la classe moyenne élevée, j'ai pas de handicap, je suis fille d'une immigrante latino-blanche et d'un Québécois blanc. Donc, je vais parler d'éco-anxiété avec cette perspective-là. Puis, les questions, les réflexions desquelles je vais parler, en fait, sont pas liées au vécu personnel de chaque individu. Donc, ce que vous sentez là, c'est entièrement valide. Puis moi, je vais prendre vraiment une perspective plus large pour amener des réflexions sur l'éco-anxiété. La première question que je veux poser, en fait, c'est qui parle d'éco-anxiété? Parce qu'on s'entend, dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Québec, il y a une société plurielle. Donc, on a des personnes québécoises de descendance française et anglaise, on a des personnes autochtones, on a des personnes en situation de handicap, on a des personnes en statut précaire, on a des personnes immigrantes de plusieurs générations.
Mais ce qu'on voit dans le discours dominant, c'est souvent la même chose, mais pourtant, la crise climatique est globale, puis les situations des personnes qui le vivent sont très distinctes. Puis ça, c'est un constat que je fais basé de ce que je vois. Là. C'est pas basé sur une recherche, mais je pense que si moi, c'est ce que je vois, j'imagine que vous êtes beaucoup aussi à avoir le même discours. Le discours va impacter notre vision des phénomènes. Puis, si notre vision est particulière, ben, ça va aussi impacter les solutions qu'on conçoit pour faire face à l'éco-anxiété ou à la crise climatique. Je vous donne un exemple. Comme les personnes immigrantes vont vivre leur éco-anxiété avec une peur pour leur famille. Donc, ça, c'est une notion que quand ta famille se situe sur le même territoire que toi, tu ne vas pas nécessairement avoir. Un autre exemple. Les personnes racisées vont se demander si la crise climatique ne va pas en même temps faire augmenter le racisme. Puis ça va teinter leur éco-anxiété. Parce qu'ils vont se dire peut-être que les gens en ayant davantage de stress, ils vont donner plus de place à leur peur irrationnelle, ce qui va favoriser davantage de comportements racistes. Une autre forme d'éco-anxiété basée sur ton identité. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est qui peut en parler d'éco-anxiété? Qui est en mesure de se questionner? On s'entend que les personnes qui luttent pour leur survie au quotidien n'ont pas la possibilité de s'interroger sur leur vécu. Ici, je pense à des personnes qui vivent en situation de guerre, en situation de famine, des parents monoparentaux avec plusieurs enfants, même ici sur le territoire qu'on appelle le Québec. Il y a aussi la proximité avec les impacts de la crise climatique qui rend la réflexion vraiment très difficile. Donc, par exemple, le risque de manquer d'eau pour arroser ses cultures liées à la crise climatique et donc de subvenir à ses besoins peut rendre la discussion quasiment impossible parce qu'elle est un peu traumatisante. Puis, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu, pas que j'ai vécu, mais que j'ai eu dans une discussion avec quelqu'un qui est proche de moi, qui ne pouvait pas parler du fait que l'eau était à la bourse maintenant, parce que c'était juste traumatisant, parce que c'est une personne qui vit dont la famille vit dans une région qui est à risque des sécheresses. Troisième question. Sur qui on ne concentre pas notre attention? Donc, dans le discours sur l'éco-anxiété, on ne se concentre pas sur les personnes qui ne sont pas sensibles à la crise climatique. Pourtant, on rendrait un énorme service au mouvement pour la justice climatique en amenant l'attention de la population sur un phénomène qui freine la lutte à la crise climatique, soit l'apathie. Quatrième question. Et si on écoutait ce que les mouvements antiracistes et anticolonialistes ont à dire sur la résilience? Ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont on cadre le discours sur l'éco-anxiété, ça peut amplifier des voix qui sont minorisées. Les groupes comme les personnes racisées, les personnes noires, qui font partie des personnes racisées, les peuples autochtones ont développé malgré eux des stratégies de résilience face à des menaces existentielles comme trigger warning, l'esclavagisme, le colonialisme, la brutalité policière. J'ai une amie qui m'a parlé d'un exemple concret pour mettre ces voix-là de l'avant. C'est de créer des espaces de discussion entre des personnes qui ont le discours dominant et des personnes qui vivent l'éco-anxiété d'une façon différente. De cette manière-là, il y a vraiment une rencontre entre deux positions pour que les deux puissent apprendre les unes des autres, être valides ensemble parce que les deux le sont, puis grandir. Donc, en tant que personne enseignante, en tant que jeune, en tant qu'animateur, peu importe votre rôle, je pense que tout le monde peut demander à ce qu'il y ait plusieurs perspectives sur l'éco-anxiété qui soient présentées quand on a la parole. Parce qu'il faut se rappeler justement ce qu'on met dans le discours dominant, ce qu'on met de l'avant, en fait, ça va influencer la culture qu'on a de la transition et les solutions qu'on va proposer. Donc, si on veut une transition qui soit juste, il faut qu'on ait dès le départ plusieurs perspectives qui soient présentées. Donc, c'est à nous de changer le narratif parce que les médias d'eux-mêmes ne vont pas le faire. Puis, c'était ça la conclusion de ma réflexion, mais on pourrait en parler tellement longtemps. Oui, c'est super intéressant de juste prendre cette perspective-là comme quoi il faut chacun
voir les co-anxiétés avec nos propres lunettes, puis ajuster la réalité de chacun. Justement, il y a un commentaire de Myriam dans le chat qui dit « Voilà un discours particulièrement lucide et je suis vraiment d'accord. » C'est vrai que je pense que dans une perspective d'éco-espoir, d'éco-anxiété, il faut savoir ce qui s'en vient, mais il faut aussi reconnaître nos privilèges, les privilèges des autres, puis notre réalité, en fait. Je sais pas, Catherine, si tu voulais ajouter quelque chose à ça, avant qu'on passe peut-être à la période de questions. Je voulais juste faire un message en disant que tout le monde, on peut vraiment faire un impact dans notre société. Et pour vrai, ça a l'air très grand, comme c'est international et les enjeux sont extrêmement grands, mais on peut partir de très petit et aller vers le très grand. Comme un petit exemple personnel, moi j'ai commencé au secondaire, comme la plupart d'entre vous, je pense, et j'ai commencé avec justement le parc de l'école québécoise et l'événement La Planète s'invite à l'école. J'ai commencé doucement, puis ensuite je suis allée au cégep, puis au cégep j'ai continué mes engagements en politique dans mon conseil, puis j'ai eu une opportunité de faire partie des 50 jeunes engagés pour le climat. Donc en gros c'est 50 jeunes venant de tous les pays francophones au monde. Donc, on est de 50 jeunes qui va de 18 jusqu'à 35 ans. Il y a des experts en climatologie, il y a des jeunes comme moi qui sont engagés et on a eu 6 mois de webinaire sur comment comment aider au changement climatique dans les instances décisionnelles, pas juste au niveau municipal, provincial, mais comme international. Et là, maintenant, après le webinaire, on a décidé de se concentrer sur une région en particulier, qui est le lac Tchad et le Madagascar, ces 2 régions. Et dans ces régions-là, on va vraiment s'incruster dans les instances décisionnelles et avoir un impact réel avec la population et changer la vision du changement climatique pour la population. Donc, c'est un exemple qui prouve qu'on peut partir de petit puis aller quand même vers l'international. Ouais. Donc, on n'est pas impuissant. Ouais, c'est ça, on n'est pas impuissant. C'est sûr que les changements sont significatifs. Merci beaucoup, Catherine. Je donnerai la parole à Geneviève Thériault. Je ne sais pas sous quelle forme. Geneviève Thériault, est-ce que c'est quelqu'un qui est intervenant dans le chat, qui est intervenant ici? Moi, on me dit de donner la parole à Geneviève Thériault. Je l'attends. Geneviève, bonjour. Sinon, peut-être que je passerai à une autre question. Donc, peut-être, Geneviève, ouvrir votre micro, parce que je ne sais pas si vous parlez en ce moment, Geneviève Thériault, on ne vous entend pas. Donc, est-ce que votre micro est bel et bien ouvert? En tout cas, on ne vous voit pas, ça, c'est sûr et certain. Et on ne vous entend pas non plus. Donc, c'est sûr que... Elle est sur mute. On voit qu'elle est sur mute. Ah, OK. Moi, je vois même pas qu'il y a une autre personne. Donc, je vais peut-être poser sa question à la place, vu qu'on ne l'entend pas. Sa question à Geneviève Thériault est la suivante. Y a-t-il des réussites du passé en matière de lutte environnementale qui vous donnent espoir? Une question qui s'inscrit beaucoup dans l'éco-espoir. J'adore ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Je pourrais y aller. Donc, il y a la lutte contre le pipeline, en fait, Keystone XL, qui était un vraiment bel exemple de travail d'équipe entre plusieurs groupes qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Il y avait des Autochtones, des scientifiques, des journalistes qui se sont tous mis ensemble avec le même constat, donc qu'un projet ne fonctionnait pas. Puis, je pense que c'est ce travail de coalition-là, avec plusieurs groupes qui ont des perspectives différentes, mais qui ont à la fin un but commun qui est assez précis, que je pense qu'il y a des grands changements rapides qui vont avoir lieu. Pour ce faire, pour un projet qui soit positif, je pense que le fait d'avoir des discours qui soient mis de l'avant, donc par exemple, il y a la coalition, je m'en rappelle plus, contre le racisme environnemental au Canada. Je pense que c'est environ ça le nom. Je pourrais faire des recherches, mais si on mettait de l'avant ce discours-là, puis qu'on était une méga coalition qui se disait, OK, on veut que ce projet-là arrive, puis on va se mettre ensemble pour ça,
Je pense que c'est le genre de projet positif, encore une fois, qui aurait un super bel impact. Un beau travail d'équipe. Est-ce que Anne-Sophie, Catherine, voulait ajouter quelque chose? Oui, c'est une bonne question parce que souvent, on parle des problèmes environnementaux, mais on parle peu des gens qui luttent et qui peuvent justement nous donner espoir. Je dis lutte, mais il y a autre chose aussi, en fait. Mais on a beaucoup à apprendre des luttes autochtones pour la préservation de l'environnement. Je pense à Idel No More, entre autres. Les luttes, oui, donc pour les gens racisés, il y a le racisme environnemental, des personnes racisées qui se sont mis ensemble dans surtout aux États-Unis, là, entre autres, là, mais pour lutter contre des entreprises polluantes, en fait, qui polluaient leur eau, qui polluaient leur sol, qui faisaient en sorte que leurs enfants étaient intoxiqués et tout. Et donc, c'est des mouvements grassroots, là, finalement, qui partent de la communauté pour essayer d'aller à l'encontre de certains projets, par exemple, soit d'usines, d'entreprises, etc. Plus proche de chez nous, il y a la lutte contre les gaz de schiste, en fait, là, donc dans des petites municipalités, des gens, des citoyens avec des plus militants d'environnement ou des scientifiques qui se sont mis ensemble pour refuser certains projets. Plus récemment, ce que j'ai vu, même pendant... on va s'en rappeler, pendant la pandémie, qui est difficile, c'est un moment difficile là, pour les mouvements environnementaux et tout, mais la forte participation au BAP sur le projet GNL, le gaz naturel, a été impressionnant, le nombre de mémoires qui ont été écrits de citoyens, pour de ça. Oui, tout à fait, ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, en fait, me donne espoir pour la suite des choses. Absolument, je suis très, très d'accord. Est-ce que, Catherine, t'as quelque chose en tête? Ben, pour moi, tout simplement, le pacte de l'École québécoise me donne beaucoup d'espoir. Parce que tout part de l'éducation de la jeunesse et avoir une initiative comme ça, de rassembler toutes les écoles pour le changement climatique, c'est quelque chose qui me donne espoir en le futur parce que ça touche la jeunesse, justement. C'est une excellente réponse, ça, Catherine, j'aime beaucoup, en ce 22 février 2022. Une autre question ici, c'est quoi vos arguments contre ceux qui affirment que les petits gestes font aucune différence? J'adore cette question parce que moi, ça m'irrite les gens qui me disent ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui vous disent ça, ça sert à rien de composter parce que, je veux dire, c'est pas ça qui va faire la différence, ça, c'est les grosses entreprises, blablabla. Est-ce que vous avez un discours de près, là, quand quelqu'un vous dit ça? Moi, j'ai le goût, je vais apporter une réponse nuancée, c'est-à-dire que ces petits gestes-là sont absolument nécessaires. En plus, du point de vue psychologique, là, bien-être psychologique, entre autres, là, quand on agit en cohérence avec nos valeurs, ça nous fait du bien. Si c'était juste de ça, ça peut nous permettre de passer au travers de moments plus difficiles et tout, mais donc quand notre mode de vie est en cohérence avec ce qu'on croit important, avec notre identité également, si on se dit écologiste ou personne pour qui l'environnement importe, ça fait du bien. Au point de vue de l'environnement, ces gestes-là, c'est clair, sont nécessaires. Par contre, ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que moi, j'en ai pas contre les gens qui font des petits gestes, bien au contraire, là, c'est important, même que ça peut aider à faire des plus grands gestes. On passe à la prochaine étape, oui. Exact. Sauf que moi, ce que je critique, c'est le discours sur les petits gestes. C'est-à-dire qu'on tend depuis 20 ans de surresponsabiliser les individus, puis on en oublie les racines politiques et systémiques des enjeux environnementaux en ce moment. Donc, c'est une balance à avoir. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, puis ce que j'essaie de parler puis de discuter avec les gens souvent, c'est comment on peut décloisonner ce discours sur les petits gestes puis essayer de réfléchir autrement à l'action. Tantôt, j'ai parlé de liens, d'engagement ou d'implication collective. C'est important de sortir de la sphère individuelle puis de discuter avec les autres. Par exemple,
je peux, moi, à la maison, tendre vers le zéro déchet. Mais je peux aussi en parler à plein d'amis, puis on peut monter un comité zéro déchet, puis s'entraider, puis dire, toi, c'est quoi tes trucs pour tel objet de consommation? Ou moi, cette semaine, j'ai pas réussi, j'ai eu une rechute, c'est quoi comment que je peux faire pour surpasser ça? Et puis, le lien fait en sorte qu'on peut aller plus loin, finalement. Puis, dans nos petits gestes individuels, ben, on oublie qu'on a beaucoup de pouvoir sur la place publique et sur la place politique. Puis ça, on le voit justement quand on se met ensemble, mais quand on écrit dans les journaux, quand on écrit à nos députés, quand, oui, les manifestations, mais quand on s'implique juste dans notre communauté pour changer notre école, pour sur un projet spécifique, etc., bien ça, c'est important aussi. Donc, c'est des gestes que nous, on peut faire individuellement. Hein. C'est pas juste de dire, on attend que les politiciens agissent, ça ne marchera pas, mais on a un pouvoir soit de sensibiliser les autres, de changer l'opinion publique, de modifier notre milieu à l'école, par exemple, ou dans nos loisirs, ou de faire pression sur le politique aussi. Puis, on l'a ce pouvoir-là. Absolument. Puis j'ajouterais même, en fait, dans notre mode de vie, dans nos achats, dans nos choix, on lance un message aux grandes institutions gouvernementales ou une grande entreprise multinationale, par exemple. On leur dit, nous, les petits gestes qu'on fait, c'est parce que c'est ça qu'on veut au quotidien. Donc, ça amène des fois les grosses corporations à changer pour s'adapter aux consommateurs. Donc, tout à fait. Puis les politiciens ont besoin de nous aussi. C'est-à-dire que, je pense au milieu municipal, là, sur le terrain municipal, ils aimeraient ça, certains politiciens, certains élus, en fait, de mettre de l'avant des politiques plus progressives, mais il faut le soutien des gens, même des jeunes aussi, c'est super important. Donc, quand on démontre notre soutien à ces politiques plus progressives-là, eux autres, ça leur donne un carton vert. Vous voyez, ils demandent, on va aller de l'avant. Plus on utilise le vélo pour aller au travail, plus les pistes cyclables vont suivre. Donc, je vois Isabelle qui réagit beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Isabelle, ou si tout avait été dit pour toi. Non, c'est une question qui me parle tellement, là, parce que je trouve que le discours en lien avec les gestes individuels, c'est étroitement lié à la lecture qu'on a de la problématique. Puis, la crise climatique, en fait, c'est une problématique qui est extrêmement large. Puis, je pense que pour l'adresser, c'est important de développer une lecture adéquate. Okay? Et donc, remettre en question beaucoup de comportements de la société qui sont directement liés à la crise climatique. Par exemple, la surconsommation, la surexploitation des ressources. Donc, le fait de lier, par exemple, capitalisme et crise climatique, c'est quelque chose qui est, à mon avis, nécessaire. Puis, le faire aussi au sein de groupes comme Catherine parlait, de faire changer l'opinion publique, je pense que c'est quelque chose de primordial sur lequel se concentrer dans le cadre de la lutte au changement climatique. Et donc, en tant qu'individu, quelque chose qui est super utile de faire, c'est de rejoindre un groupe qui a une lecture globale de la crise climatique. Parce que, justement, quand tu es dans un groupe, tu peux faire des actions pour impacter l'opinion publique, puis on le voit que c'est l'opinion publique en soi qui fait changer le plus les institutions. Ouais. Et donc, si on a une nouvelle culture, par exemple, qui remet en question massivement la mentalité capitaliste qui veut seulement faire des profits en exploitant des ressources et des personnes, on a un changement radical qui va se faire à tous les niveaux de la société. Et donc, c'est vraiment cette lecture-là au niveau des mouvements sociaux, des groupes qui font partie de mouvements, que je pense qu'il faut commencer à réfléchir. Et c'est fini, à mon avis, le discours sur les gestes individuels. Il faut se dire, OK, non, on se met en équipe parce qu'on fait partie de la société. Puis, même seulement en parlant à nos amis, on ne peut pas développer le pouvoir nécessaire. Absolument. Oui, puis ça diminue un peu notre éco-anxiété, tout ça, ces petits gestes-là. J'ai une prochaine question ici, quand même longue, donc préparez-vous. Avec la pandémie, de plus en plus de jeunes expriment librement leur anxiété et plus particulièrement leur éco-anxiété. Celle-ci est souvent générée par l'inaction, mais aussi par le manque d'action conséquente par rapport à la taille du défi qui est devant nous. Comment permettre aux jeunes d'être entendus et surtout, comment leur permettre d'entrevoir l'avenir avec espoir et vision? Une autre grosse question. Donc, ouais, comment permettre aux jeunes d'être entendus par les instances gouvernementales, par les adultes, et comment leur permettre de voir l'avenir avec
Éco-Espoir, si on veut, là. Avez-vous des trucs pour ça? Je peux y aller. Je pense qu'il y a une grosse barrière entre la politique et les jeunes, c'est comment rejoindre cette politique. Et on manque beaucoup de connaissances par rapport au niveau comme municipal, provincial, fédéral, comment les rejoindre. Et parfois, on a peur d'aller de l'avant. Et expérience personnelle, au conseil municipal de l'arrondissement, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a absolument pas de jeunes. Et on manque... Et comme les élus, ils voient juste les opinions des plus vieux et des enjeux qui sont pas nécessairement environnementaux, ils se questionnent pas trop sur cette question-là. Donc, c'est aussi une partie à nous d'aller activement vers chercher l'information de comment rejoindre ces personnes-là et de faire changer leur opinion et par eux changer l'opinion du public. Donc, ouais, il y a une certaine barrière entre les jeunes et la politique. Aussi, tout à fait. Donc, bon, c'est sûr que comment permettre aux jeunes d'être entendus, c'est sûrement aussi par la force du nombre. Mais plus en plus, plus les générations vont évoluer, plus les jeunes qui aujourd'hui ont été informés dans leur plus tendre enfance sur les changements climatiques, plus le discours va changer, je pense. Mais c'est vraiment une bonne question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, mais il y a une grande étude de Hickman et ses collègues internationales qui sont allés mesurer le plein d'éco-émotions, dont l'éco-anxiété, dans 10 pays chez 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est que ce n'est pas seulement les changements climatiques ou les problèmes environnementaux qui créaient de la détresse, mais justement, c'était l'inaction politique et le fort sentiment de trahison, pas seulement envers les politiciens, mais envers les adultes. On a une responsabilité en tant qu'adultes de montrer, entre autres, aux jeunes qu'on est là et qu'ils sont valides, qu'on doit les écouter. Puis on parle souvent de sentiment de pouvoir agir, mais est-ce qu'on leur donne dans leur milieu de vie un réel pouvoir agir, une réelle agentivité? Au sein des écoles, si on ne les écoute pas, s'ils proposent des projets, s'ils veulent changer le monde, mais qu'on ne leur donne pas l'espace pour le faire, soit par des projets où qui vont être amenés à tester la démocratie participative, rechanger leur milieu, etc. Mais ça marche, ça part. L'école est un milieu essentiel et tellement important pour vraiment leur donner, leur soutenir cette agentivité-là, puis leur donner l'espace d'implication, puis après, ils vont pouvoir le transposer quand ils vont être adultes, comme des citoyens, des citoyennes, etc. Puis ça va avoir soutenu cet espoir-là de, oui, on est capable de transformer un milieu. Mais donc, les écoles sont vraiment un milieu très, très important pour maximiser, c'est ça, le sentiment de pouvoir agir, mais aussi la réelle agentivité. Mais justement, la prochaine question, c'est quoi le rôle de l'éducation, donc j'imagine de l'éducation scolaire, entre autres, pour développer un éco-espoir et permettre de réduire l'éco-anxiété? Je pense que le rôle est assez grand, là. C'est pas... Est-ce que Isabelle, tu as quelque chose à dire là-dessus? Je pense qu'en fait, d'enseigner sur comment le changement effectivement lieu, c'est quelque chose qui serait hyper pertinent pour les élèves, les jeunes et moins jeunes, là, de savoir comment concrètement, par le passé, des changements de grande envergure ont eu lieu. Puis pour les personnes qui ça l'intéresse, Bill Moyer, qui est un chercheur et activiste des États-Unis, a vraiment traité largement de la question. Puis c'est aussi lié à la notion du pouvoir. Donc, comment on encadre du pouvoir, puis comment ce pouvoir-là peut être installé dans les institutions en place. Puis pour ce faire, il y a une majorité du pouvoir qui passe par l'opinion publique. Et donc, si vous avez un groupe d'élèves là, que vous êtes concernés par un enjeu, le fait de vous mobiliser ensemble puis de vous intéresser à ce que les gens autour de vous pensent de cet enjeu-là pour que le plus de personnes soutiennent votre initiative, c'est vraiment une façon qui fonctionne et qui a fonctionné dans l'histoire de faire des changements sociaux. Fait que ça, vous pouvez même le faire à petite échelle avec des groupes dans lesquels je m'implique. On essaie de le faire à plus grande échelle. Donc,
Moi, ce serait ça ma réponse. Là. Ça existe, la matière sur le sujet déjà. Oui, absolument, absolument. Ben, je pense que même le Lab 22, l'accompagnement dans les écoles, c'est une bonne façon aussi, je pense, d'enseigner ou de permettre aux jeunes de s'aligner vers l'éco-espoir plutôt que l'éco-anxiété, même si l'éco-anxiété peut être un moteur. Avez-vous autre chose à ajouter avant qu'on termine l'activité? Mais c'est sûr que moi, je pense à l'éducation relative à l'environnement, puis à la stratégie québécoise qui a été lancée sur l'éducation relative à l'environnement. Ça passe par plein de choses, mais par l'implication, entre autres, des enseignants, enseignantes, mais par les directions d'école également. Ensuite, il y a différentes façons on n'est pas obligé de que parler des problèmes environnementaux pour réussir à favoriser le développement de compétences qui vont être utiles plus tard par rapport à l'environnement. Tu sais, j'ai parlé de démocratie tantôt, de solidarité, de connexion à la nature, juste l'enseignement par, mais dans un contexte naturel aussi, sans parler des enjeux, bien, peut aider à développer une connexion positive finalement à la nature qui vont aider dans la suite des choses aussi. Donc, il y a plein d'approches, en fait, diverses approches en éducation relative à l'environnement. Puis il y a des ressources pour aider les enseignants et les enseignantes aussi à imaginer des projets peut-être en lien avec ça. Oui, c'est ça que je pense. Bien, merci beaucoup, Anne-Sophie, Catherine et Isabelle. C'est ce qui met fin à notre activité. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, rappelez-vous que d'autres activités s'offrent à vous d'ici demain, 19h. Vous pouvez aussi visionner des capsules éducatives en tout temps sur le site Internet du Lab 22. Elles portent sur une multitude de sujets sur la transition écologique et ça pourrait servir justement de moteur pour des discussions en classe ou pour des discussions justement qui peuvent atténuer l'éco-anxiété de vos élèves, exactement. Je tiens à remercier toute l'équipe, les collaboratrices du Lab 22 et leurs précieux partenaires. Si vous voulez faire bouger les choses à votre école, il y a toujours le pacte de l'école québécoise que votre école peut signer ou que vous pouvez signer vous-même individuellement sur le site du Lab 22, donc www.lab22.org. Merci à tout le monde. On se revoit à 11h30 avec Dominique Vizina et Émile qui vont nous parler du 3 ans de l'école, du pacte de l'école québécoise parce que ça fait 3 ans aujourd'hui. Donc, à tout à l'heure.